Monsieur le Président, je suis content de vous revoir. Signé. J'ai venu il y a quelques années pour recevoir le passeport pour la liberté. Merci, merci. Un grand merci, Monsieur le Président, pour être ici avec nous. Intervention très important. Et aussi dans les prochains budgets. Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Avant mon adresse de bienvenue au président de la Guinée, je dois vous informer de ce qui s'est passé à Liège, en Belgique. Un homme a tué 2 policiers belges, un citoyen belge. L'homme a été tué par la police. Après, nous ne savons pas si c'est une attaque terroriste ou non, mais nous sommes à côté du Royaume de la Belgique, à côté des citoyens belges, à côté des familles de ces 2 policiers, de ce citoyen belge tués ce matin à Liège. Je remercie aussi le président de la Guinée qui nous a envoyé des condoléances pour cette attaque. Nous ne connaissons pas pourquoi et si est un terroriste ou non ce type, mais malheureusement, encore une fois, en Europe et en Belgique, on a eu des morts à cause d'une violence incompréhensible. Chers collègues, c'est un plaisir de recevoir aujourd'hui, dans cet hémicycle, le président de la Guinée, Alpha Condé. Vous êtes, Monsieur le Président, le 3e leader africain à venir s'adresser en une année. Votre venue s'inscrit dans un cadre de rapprochement et de renforcement de notre partenariat avec, d'une part, l'Union africaine et de l'autre, des États membres qui la composent. Je tiens tout d'abord à saluer le travail extraordinaire que vous avez accompli dans votre pays au cours des dernières années. La sortie de la pire crise sanitaire du monde moderne, comme le définissait l'OMS en parlant de l'Ebola, la consolidation démocratique et des droits de l'homme, notamment avec l'abolition de la peine de mort, le développement économique avec un taux de croissance de plus de 6%, qui fait de la Guinée l'une des économies les plus dynamiques du continent africain. Mais malgré cette annonce, de nombreux défis subsistent. La lutte contre la corruption, le manque d'infrastructures,
l'amélioration du climat des affaires, le chômage des jeunes qui pousse beaucoup de Guinéens à migrer vers l'Europe. Ici, l'Union européenne doit jouer un rôle, car la sécurité, le changement climatique, l'emploi et la migration sont deux défis communs. Nous devons donc nous donner les moyens de nos ambitions. Voilà pourquoi nous poussons pour une diplomatie économique, pour plus d'investissements du secteur privé. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, le Parlement européen demande plus de fonds afin d'avoir un vrai plan pour l'Afrique, on l'appelait un nouveau plan Marshall. Celui-ci doit contribuer à la diversification économique, à la création d'une base manufacturière pour permettre l'absorption de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Nous soutenons donc un vrai plan national de développement qui va dans ce sens. Je souhaiterais aussi vous remercier pour votre travail remarquable exercé à la tête de l'Union africaine. Des succès importants et concrets ont marqué votre présidence. Le retour du Maroc dans l'Union africaine, l'impulsion d'une zone africaine de libre-échange commercial, pilier indispensable vers l'intégration du continent, sans oublier l'organisation du sommet d'Abidjan qui a marqué un tournant décisif dans nos relations. Monsieur le Président, nous nous réjouissons de vous avoir parmi nous. Donc, vous avez tout de suite la parole. Je vous en prie. Excellences, Monsieur le Président du Parlement européen, honorables députés, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant vous ce jour. Je voudrais d'emblée vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'honneur que vous me faites en m'accueillant en visite officielle dans votre prestigieuse institution, où je suis venu pour la première fois pour recevoir le passeport de liberté. Votre Assemblée a su, au fil des ans et à mesure de l'élargissement de l'Union européenne, s'affirmer comme un organe législatif capable de répondre efficacement aux préoccupations légitimes des citoyens européens et de contribuer à la recherche de solutions aux défis auxquels le monde est confronté. Il me plaît à cet égard de vous témoigner notre gratitude pour votre soutien constant aux efforts des pays en développement, et notamment en matière de renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance, ainsi que dans la lutte contre l'immigration irrégulière et les changements climatiques. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays en décembre 2010, la Guinée a renforcé son processus démocratique, notamment à travers la mise en place des institutions régaliennes qui sont l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil économique et social et la Haute autorité de la communication. Ces différentes institutions, aujourd'hui pleinement opérationnelles, fonctionnent en toute indépendance et dans le strict respect des principes et des valeurs démocratiques. Nous avons également instauré un dialogue politique constant avec la participation de l'ensemble des partis politiques, de la société civile, de l'administration et des partenaires au développement. Ce climat de dialogue a fortement contribué à l'apaisement de l'espace sociopolitique et à la construction de la paix et de la stabilité. Tout ceci contribue à la préservation de nombreux acquis démocratiques enregistrés par la Guinée au cours des dernières années. Nous entretenons également une relation permanente avec l'Union européenne, conformément à l'article 8 de l'accord de Cotonou, auquel mon pays est parti. Ainsi, la deuxième session de concertation tenue à Conakry en mars 2017 a abordé les sujets liés à la consolidation de la démocratie, la lutte contre la corruption et l'impunité, la migration et l'aide publique au développement de l'Union européenne à notre pays. Nous nous félicitons de ce cadre d'échange entre notre pays et l'Union européenne
qui favorise la compréhension mutuelle au sein de notre coopération politique, économique et sociale. Celle-ci facilite la définition des priorités et des principes communs et renforce les liens existants entre les différents domaines de notre coopération inscrits dans l'accord de Cotonou. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine en 2017, notre organisation continentale s'est attelée à relever des défis allant des questions de paix et de sécurité sur le continent, mais aussi de la réforme institutionnelle et financière de l'organisation, en vue de renforcer notre crédibilité et notre unité dans la gestion des problèmes internationaux. La réforme en cours devrait nous permettre à terme de rendre notre organisation continentale plus performante, de promouvoir et consolider notre autonomie financière, que ce soit pour le fonctionnement de l'institution, que pour le financement des projets et programmes inscrits dans l'agenda 2063 en son plan décennal de mise en œuvre. Aussi, convaincu que l'Afrique est plus forte lorsqu'elle parle d'une seule voix, j'ai désigné des chefs d'État champions chargés de l'être les porte-parole de notre Union pour toutes les questions spécifiques de portée continentale. Par ailleurs, l'intégration africaine inscrite au cœur de l'agenda 2063 de notre Union a pris une dynamique irréversible avec le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique et plus récemment la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. En effet, à terme, nous voulons bâtir une Afrique stable, paisible et sécurisée, composée des États ayant des économies inclusives, performantes et compétitives sur le marché mondial et dont la croissance profite à l'ensemble des citoyens. Nous souhaitons faire de l'Afrique un continent émergent avec un marché unique disposant de structures performantes tout en évitant une concurrence entre nos États. Pour ce faire, nous voulons nécessairement investir substantiellement dans les infrastructures, notamment dans les secteurs de transport, de télécommunications et de l'énergie, en vue d'accélérer la transformation structurelle de nos économies. C'est pourquoi nous avons lancé en 2015, lors du COP21, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, avec comme pour objectif de doter notre continent de 300 gigawatts de capacité de production énergétique d'ici 2030 et d'augmenter sensiblement l'utilisation des énergies renouvelables. Je voudrais remercier l'Union européenne pour l'appui précieux qu'elle continue de nous apporter en vue de la concrétisation de cette initiative que j'ai l'honneur de coordonner au nom de l'Afrique et dont j'assure la présidence du Conseil d'administration. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, l'Union européenne est un partenaire stratégique pour l'Afrique en raison non seulement de sa proximité géographique avec notre continent, mais aussi de la qualité de ses relations de coopération avec l'Afrique sur le plan sécuritaire, économique et humanitaire. Le niveau très élevé des relations de coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne mérite d'être souligné. Le troisième sommet Union africaine-Union européenne tenu à Abidjan en novembre 2017, sous ma coprésidence, autour du thème « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement durable », a marqué la volonté des dirigeants de nos continents à œuvrer davantage à l'harmonisation de leurs actions en faveur de la jeunesse. Ce sommet a permis non seulement de revoir en profondeur notre partenariat, mais également de fixer nos priorités communes dans les 4 domaines stratégiques, à savoir la paix et la sécurité, la coopération dans le domaine de la gouvernance, la mobilité et la migration, ainsi que les perspectives économiques pour les jeunes Africains et Européens. Notre coopération avec l'Europe en matière de migration et de mobilité sera renforcée en mettant l'accent sur la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, à savoir les questions de développement et de trafic des êtres humains. Nous nous félicitons de l'adoption lors du sommet de la Valette en novembre 2015 du Fonds fiduciaire d'urgence d'un montant initial de 1,8 milliard de dollars pour appuyer les efforts de nos États en vue de stabiliser nos jeunes sur le continent africain. Nous nous félicitons surtout du lancement du plan Marshall par Mme Merkel lors de notre dernière réunion à Berlin. Et nous sommes convaincus que ce plan Marshall favorisera une coopération gagnant-gagnant. Bien sûr, nous avons dit
que si ce plan Marshall doit être un véritable plan Marshall, il faut alors que l'Union européenne consacre la part de son PIB comparable à ce que les États-Unis avaient consacré à l'Europe dans le plan Marshall. Aussi, le nouveau plan d'investissement externe de l'Union européenne, mis en place et adopté par le Parlement européen en 2017 et disposant des ressources mobilisables d'ici 2020 à hauteur de 44 milliards d'euros, viendra appuyer nos efforts de développement durable et de création de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Dans le même esprit, je voudrais me féliciter de la contribution de l'Union européenne au financement en Guinée du programme Intégra à hauteur de 65 millions d'euros via les ressources du Fonds fiduciaire pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Ce programme permettra de soutenir les efforts du gouvernement guinéen pour l'intégration socio-économique des jeunes dans les différentes préfectures de la Guinée à travers la création de nouvelles opportunités d'emploi. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée s'est au cours de ces dernières années accélérée et diversifiée dans différents domaines, contribuant ainsi à l'amélioration de la gouvernance, au développement des infrastructures et du capital humain, à la préservation de l'environnement ou encore à l'amélioration de la gestion du secteur de la pêche. Cet appui nous a déjà permis de relever des défis de taille en matière de développement économique et social et de renforcement de l'état de droit avec notamment la réforme du secteur de la justice et des forces de défense et de sécurité, ainsi que la transformation de notre administration dans le but de la rendre plus efficace et plus moderne et plus performante. Je ne saurais passer sous silence l'aide précieuse que les différents États de l'Union européenne nous ont apportée lors de la terrible épreuve que nous avons eu à traverser avec l'épidémie d'Ebola. Je remercie encore le Parlement européen et tous les pays membres pour cette aide. Je voudrais à travers vous exprimer aux citoyens européens et aux différentes institutions de l'Union européenne notre profonde gratitude pour le soutien précieux et constant que l'Union européenne apporte à notre pays. Je demeure convaincu que le partenariat entre l'Union européenne et la Guinée va se renforcer et se diversifier, notamment au cours de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020, qui a été présenté à l'ensemble de nos partenaires de développement en novembre dernier à Paris, lors de la réunion du groupe consultatif. Ce programme, qui constitue le cadre unique d'intervention de nos partenaires, repose sur 4 piliers: la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif du capital humain, la gestion durable du capital naturel. Malgré les progrès incontestables sur le terrain de la démocratie, mon pays reste encore victime de l'image de son passé. Nous comptons une fois de plus sur l'appui de l'Union européenne pour nous permettre de réaliser les objectifs contenus dans notre PNDS qui visent à mettre définitivement la Guinée sur le chemin du développement durable. Vive la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Vive la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes très contents de votre intervention. J'espère que la réunion d'aujourd'hui soit le début d'une nouvelle saison de plus forte coopération entre nous et vous. Pour nous, travailler avec l'Afrique est très important. Comme on l'avait dit, nous sommes en train aussi, dans les prochains budgets, d'avoir plus d'argent
pour la coopération entre nous et vous. Nous essayons de lire la situation africaine, pas avec des lunettes européennes, mais avec des lunettes africaines. Nous comptons sur la coopération aussi pour gagner le défi contre le changement climatique, contre le terrorisme et contre l'immigration illégale. Nous pouvons saisir les buts seulement si nous sommes capables de travailler ensemble. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre discours et pour votre présence ici à Strasbourg face à la plénière du Parlement européen. Encore une fois, un grand merci. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence à ce point de presse avec le président de la Guinée, M. Alpha Condé, et le président du Parlement européen, M. Tajani, qui vous adressera d'abord la parole. Bonjour à vous tous. Je tiens à nouveau à remercier le président Alpha Condé de sa présence aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. Après avoir reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le président de la Côte d'Ivoire, et M. Ouattara, nous recevons un troisième leader africain en un an. Il s'agit d'un message politique très fort. L'Afrique est une priorité pour le Parlement européen. L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble. Nous avons eu avec le président Condé une discussion très intéressante sur de nombreux sujets: le développement économique et la création d'emplois, l'éducation et les nouvelles générations, la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, le flux migratoire. Je tiens à féliciter Monsieur le Président Condé pour le remarquable travail accompli sous sa présidence, aussi bien de la Guinée que de l'Union africaine. Grâce à lui, la Guinée est sortie la tête haute de la pire crise sanitaire du monde moderne, comme je l'ai dit en plénière. Et il ne faut pas oublier que cette crise, qui s'est ensuite propagée dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui a fait surface en République démocratique du Congo, a été terrible d'un point de vue économique, mais aussi et surtout humain. Et je veux remercier la Guinée pour son engagement, pour les médecins qui a envoyé au Congo pour essayer de soigner le malade avec le savoir-faire triste, parce que plusieurs médecins de la Guinée sont morts pour essayer de sauver des citoyens. Maintenant, il faut s'assurer que ces bonnes performances économiques de la Guinée se traduisent en croissance inclusive et durable qui donne des opportunités d'emploi aux jeunes. La Guinée est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité est de créer des emplois pour cette jeunesse. Et c'est dans l'esprit des coopérations que moi je propose l'établissement d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Donc, je pense qu'on peut travailler ensemble dans les prochaines années et il faut renforcer ce lien. Et la coopération doit être pas seulement formelle, et comme je l'ai dit, il faut regarder l'Afrique pas avec les lunettes européennes, mais avec les lunettes africaines, si nous voulons vraiment saisir des buts importants. Monsieur le Président, je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici. J'étais venu il y a quelques années recevoir le passeport de la liberté. Et la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine est extrêmement importante. Cela s'est démontré lors du dernier sommet que nous avons eu à Abidjan. Quant à la coopération entre la Guinée et l'Union européenne, nous en sommes très satisfaits. C'est symbolisé d'ailleurs par la présence de M. Guilaine, qui est le représentant de l'Union européenne en Guinée. Et nous comptons beaucoup sur le Parlement européen et sur son président pour davantage renforcer la coopération avec l'Afrique. Parce que notre grand problème aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est à la base du terrorisme, mais aussi de l'immigration. Donc, le grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la maîtrise des nouvelles technologies, des infrastructures, chemins de fer et routières, la santé et surtout l'industrialisation qui va nous permettre de retenir nos jeunes
en Afrique et non pas qu'ils aillent mourir dans les eaux de la Méditerranée. Donc c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver à l'Union européenne, étant donné le rôle que le Parlement européen joue dans la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions très rapidement, s'il y en a, mais il faudrait utiliser un de deux microphones qui sont installés ici devant. S'il vous plaît, sans les toucher, juste parler devant. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez été président à l'Union africaine pendant votre mandat. Vous avez mené des réformes. Je vais d'abord dire que vous avez insufflé un certain dynamisme et un certain leadership à cette institution. Vous avez mené également des réformes institutionnelles pour améliorer son fonctionnement. Et quelles sont ces réformes, la mise en œuvre et quels sont les objectifs atteints aujourd'hui qu'on peut capitaliser? Merci. Bon, la réforme la plus importante, c'est le choix de consacrer 0,2% des importations non africaines au financement. Parce que si vous voulez avoir une organisation indépendante, elle faut être indépendante financièrement. Or, l'Union africaine, même pour son fonctionnement, dépendait de l'aide extérieure. Donc, nous avons décidé que pour rendre notre organisation autonome, d'assurer son suffisance financière, non seulement pour son fonctionnement, mais aussi pour toutes les interventions en Afrique. Ça a été la première réforme la plus importante. La deuxième, on a adopté un taux de résolution qui n'était jamais appliqué. Donc on a décidé maintenant de limiter les débats à un ou deux sujets et de consacrer la deuxième réunion du sommet de juillet à l'appréciation de ce qui a été fait. Ça, c'est la réforme la plus importante. Ensuite aussi, nous avons décidé que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'il n'y ait pas de cacophonie qu'on peut nous opposer. Ce qui nous a amené à créer les champions, où sur chaque thème, il y a un seul chef d'État africain qui parle au nom de l'Afrique. Par exemple, moi, je parle au nom de l'Afrique pour l'énergie renouvelable, etc. Bon. Ensuite aussi, dans le fonctionnement, vous savez, l'organisation, il y a toujours beaucoup de bureaucratie. Comment casser la bureaucratie? Et aussi intégrer davantage, par exemple, le NEPAD et autres, qui deviennent toutes des structures de l'Union africaine. Donc, il s'agit de rendre l'Union africaine plus performante, mais aussi de nous centrer sur des questions fondamentales. Vous savez, nos États ont été créés à travers la répartition de Berlin, et ce qui fait que vous retrouvez des populations des deux côtés des frontières. Nous avons donc décidé non seulement de créer une seule structure pour l'aviation, mais dernièrement la zone de libre-échange pour faire en sorte que tous les pays africains puissent commercialiser sans frontières. Évidemment, le libre-échange ne peut fonctionner que si nous avons des routes et des chemins de fer, parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va s'échanger des produits si on n'a pas les routes de transport. Et aujourd'hui, le président Kagame, qui est chargé de la réforme, continue à travailler dans ce sens. Nous avons voulu aussi qu'à partir de l'année prochaine, que nos réunions avec les pays, est-ce qu'il n'y a pas 50 chefs d'État africains face à un seul président? Donc, nous avons décidé qu'à partir de l'année prochaine, si on a des sommets, il y aura le président en l'Union africaine et les présidents des 5 régions qui iront, par exemple, comme avec l'Inde, avec tel pays, pas que 54 chefs d'État se retrouvent face à un seul chef d'État. Donc, toutes ces réformes vont continuer pour que l'Afrique se prenne en main. Le plus important, que l'Afrique se prenne en main, que les problèmes africains soient résolus prioritairement par les Africains, en coopération avec nos amis de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine et des Nations unies. Mais c'est fondamental aujourd'hui que nous prenions en main notre destinée et que nous soyons les premiers à faire face à nos problèmes, notamment à l'immigration qui pose problème à eux, qui nous pose problème. Mais le problème de l'immigration, ce n'est pas volontairement que les jeunes Africains prennent des risques d'aller mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail chez eux. Donc la responsabilité des chefs d'État africains aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'industrialiser l'Afrique afin que les jeunes Africains trouvent du travail en Afrique et n'aillent plus immigrer. C'est plus une responsabilité des chefs d'État que l'Europe. Mais l'Europe doit comprendre aussi qu'on ne résout pas le problème de l'immigration en fermant les frontières. On doit voir les causes profondes. C'est le changement climatique et l'Afrique n'est pas responsable. Nous sommes victimes, non pas responsables. Ensuite, la pauvreté. Donc, plus nous luttons contre les conséquences de l'effet climatique et plus nous améliorons les conditions de vie des populations, parce que c'est vrai que nous devons lutter militairement contre le terrorisme, mais on ne vaincra jamais le terrorisme par les armes. Pour vaincre le terrorisme, il faut tarir ce qui est la source du terrorisme, c'est-à-dire la pauvreté. Je pense que nous nous comprenons très bien sur toutes ces questions et je suis très heureux de partager les mêmes idées que mon cher ami président du Parlement européen.
Question suivante, monsieur. Sí, gracias. Carlos Carnicero, Huffington Post. Si es tan amable, presidente Tajani, le voy a preguntar en español, si es posible. Para mí, bien. Vale, gracias. Le quiero preguntar por los últimos acontecimientos políticos en España. Sabe que hay una moción de censura planeada para el viernes y esta moción de censura podría significar la salida del poder de Mariano Rajoy, que es de su familia política, en los próximos días. Le quiero preguntar si teme que estos acontecimientos contribuyan a la inestabilidad en la zona euro, considerando la situación que usted conoce perfectamente que estamos viendo en Italia. Gracias. No es una pregunta sobre África, España, pero es cerca de África, por esto voy a contestar. Y pido perdón al presidente. Yo creo que es un problema español, pero creo también que los políticos españoles pueden trabajar, y espero que lo hacen, en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, en favor de la estabilidad. Y por esto también yo estoy mirando a mi país con atención y preocupación. Tengo confianza en los ciudadanos italianos, como en los españoles, para ayudar la economía de dos países importantes para Europa. Es una tontería intentar dejar euro, porque dejar euro no significa hacer cosas en contra de Alemania o Francia o otros países. Dejar euro es hacer daños a los ciudadanos italianos, a las empresas grandes, pequeñas y medianas. Es añadir paro, porque matar las empresas es matar el trabajo. Yo voy a hacer todo lo que puedo como presidente del Parlamento y como diputado europeo italiano para defender la presencia de Italia, de la zona euro, en la moneda europea. Esto no significa no pensar que se pueden cambiar cosas. Yo estoy en favor de un banco central parecido al Banco Federal de los Estados Unidos. Se puede cambiar mucho, pero destruir Europa va a ser, me parece, una cosa increíble. Se puede cambiar, pero no se puede destruir, porque destruir Europa significa destruir un país como Italia. No somos parte importante de Europa. No podemos pensar que salir de euro y salir de Europa puede ser una buena solución. Yo voy a hacer todo lo que puedo como presidente y como diputado para defender mi país, para defender los ciudadanos italianos, también el ahorro de todos los ciudadanos italianos. Porque cuando hablamos con un lenguaje populista, hablamos para matar el ahorro de los ciudadanos italianos. Y no puedo permitir, como presidente del Parlamento Europeo y como italiano, que se destruye el ahorro de los ciudadanos de mi país. Merci. Et puis une dernière question en français, s'il vous plaît. Je suis Juvenal Noël, correspondant de Espace TV Télévision Guinée. Monsieur le Président, nous sommes très flattés par rapport aux réponses que nous apportez, cette volonté de l'Union africaine d'être autonome. Et vous avez parlé également de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui brave des efforts très, très difficiles pour traverser. Et d'après nos informations, il existe encore certains jeunes Africains qui sont encore retenus prisonniers dans certaines zones en fait du Sahel. Est-ce qu'on peut avoir une réponse de vous aujourd'hui sur ce qui a été fait après ce qui a été donné comme information en fin d'année? Les prisonniers dans le Sahel ou en Libye? En Libye et dans certains autres pays encore du Maghreb en fait. D'après ces informations, on n'a toujours pas de réponse claire pour savoir ce que l'Union africaine a pu faire pour libérer ces jeunes-là. Merci. Bon, lors du dernier sommet à Abidjan, nous avons pris la décision de prendre des décisions nous-mêmes pour faire évacuer les Africains qui sont en Libye, qui sont volontaires. Ensuite, nous avons engagé 2 actions.
en collaboration avec nos amis européens, nous avons décidé d'organiser une véritable lutte contre les trafiquants d'hommes, les passeurs, etc., mais aussi d'amener au niveau de l'Union africaine à juger les gens en Libye qui agissent là. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait des gens retenus prisonniers dans d'autres pays du Maghreb. L'Algérie expulse les gens, mais on ne peut pas dire que les gens sont retenus prisonniers en Algérie. Ça, à ma connaissance, non. Le seul pays où les gens sont retenus prisonniers, c'est la Libye. Donc, nous avons pris 3 dispositions. 1, faire rapatrier tous les volontaires. 2, mener une action décisive contre tous les trafiquants d'êtres humains. Et 3, engager une action militaro-judiciaire contre les différents Libyens qui maintiennent les Africains en prison. Mais le point fondamental, c'est la responsabilité des chefs d'État africains. C'est nous qui devons trouver du travail à nos jeunes pour qu'ils n'immigrent pas, qu'ils n'aillent pas devenir... c'est-à-dire, si vous avez le bonheur chez vous, n'allez pas chercher le paradis dehors. Donc c'est d'abord la responsabilité des chefs d'État africains, bien sûr en collaboration avec nos amis, mais il ne s'agit pas, bien sûr, nous avons été colonisés, l'Europe, les grandes puissances sont ensemble de notre État, mais il ne s'agit pas de pleurnicher, il s'agit de prendre nos responsabilités pour que nous puissions faire face en développant nos pays pour qu'on trouve du travail pour les jeunes, parce que si on ne trouve pas le travail pour les jeunes, c'est une bombe aujourd'hui. 70% de la population africaine a moins de 30 ans, donc c'est une chance pour nous, parce que nous n'avons pas besoin de faire venir des immigrés pour travailler, mais il faudrait-il que cette chance qu'on a de la jeunesse soit transformée en une véritable chance, c'est-à-dire en les mettant au travail. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bonne journée, bon travail à vous tous.